Bonjour, c'est Dominique Tremblay pour un autre podcast de Dans la tête. Aujourd'hui, j'ai pris un autre livre qui s'appelle Les profils émotionnels, apprendre à les connaître et mieux vivre avec. C'est par Richard Davidson. Pourquoi je nomme en début les livres, c'est pour justement montrer que je ne prends pas l'information n'importe où. Je ne me prétends pas non plus à prendre ces connaissances-là nulle part comme ça. C'est quand même un gros livre, puis je vous épargne à peu près tous les détails et les exemples. J'ai pris ce qui était vraiment plus intéressant. Puis encore une fois, tu sais, on est dans les profils émotionnels, puis je répète que, tu sais, je parle souvent des émotions, mais de plus en plus, on voit que les émotions prennent beaucoup de place dans les décisions qu'on prend, dans les actions qu'on fait ou qu'on ne fait pas, justement. Puis là, le principe étant que on apprend à connaître des styles émotionnels, mais ce n'est pas tout ou rien, ce n'est pas nous sommes dans ce trait-là ou pas. En fait, on les a à peu près toutes à des niveaux différents et ils changent à travers le temps, à travers les expériences de vie. Ils se construisent, ils se déconstruisent, ils se modifient, puis c'est ce que nous verrons dans les prochaines minutes de ce podcast. Puis je commencerai pas par les nommer, mais ça va venir assez vite. Parce qu'en premier lieu, dans le fond, on décrit qu'une émotion qui persiste demeure en nous pendant plusieurs minutes, heures ou même jours, est une humeur. Hein? Comme dans l'expression, il est de mauvaise humeur. Si, par exemple, une émotion s'attache à nous pendant plus que des jours, ça peut durer des mois et des années, c'est là qu'on dit qu'on est dans un trait émotionnel. Mais, par exemple, on peut qualifier qu'un grincheux, celui qui semble constamment agacé, ou colérique, celui qui a toujours l'air d'en vouloir à la terre entière. Un trait émotionnel vous rend plus susceptible de connaître un état émotionnel particulier parce qu'il abaisse le seuil à franchir pour entrer dans cet état émotionnel. Mais par exemple, quelqu'un qui est en colère peut être irritable, être explosé d'une colère, va exprimer cette colère-là parce que s'il l'accumule, il pourrait aller plutôt dans l'intensité des émotions, donc pas juste être en colère, mais être en fureur. L'estime émotionnelle est une manière récurrente de réagir aux expériences vécues. Il est régi par des circuits, c'est régi par des circuits neuronaux, c'est dans le cerveau, ce qu'on verra un peu plus tard. C'est très une petite parenthèse, je vais nommer quelques mots scientifiques. J'entrerai pas dans les détails, les explications de chacun d'eux, mais simplement les nommer pour pour montrer en fait qu'il y a un lien entre le cerveau et chaque style émotionnel. Il réagit par des circuits cérébraux précis et identifiables et peut être scientifiquement et objectivement mesuré. Bon, ça non plus, je rentrerai pas dans les explications. Dans le livre, ça explique comment ils ont mesuré et observé chacun des circuits neuronaux à travers des styles émotionnels. J'entrerai pas là-dedans. Le style émotionnel vous rend davantage sujet à certains états émotionnels, à certains traits émotionnels et à certaines humeurs. Comme les styles émotionnels sont bien plus proches des systèmes cérébraux que les états ou les traits émotionnels, ils peuvent être considérés comme les atomes de notre vie émotionnelle, comme leurs composantes essentielles. Là, ici, ce que ça veut dire beaucoup, c'est un peu comme ce que je viens de dire, c'est il y a un lien à faire beaucoup entre ce qui se passe dans la tête, le cerveau, les neurones, aussi tout ce qu'on se crée comme scénario à travers ce qu'on vit. Je donne un exemple. Quand on est habitué de vivre des situations avec les autres et qu'on commence à réagir par la colère tranquillement pas vite, ça va devenir comme une habitude plus tard dans la vie de réagir par la colère
Puis ça peut être la même chose pour toute autre affaire. Le style émotionnel comporte 6 dimensions. Puis c'est ça qu'on va voir tout au long de ce podcast. Je les nomme en premier lieu. Il y a la résilience. C'est la vitesse à laquelle vous surmontez les difficultés. Il y a ce qu'on appelle la perspective. C'est la persistance de vos émotions positives. L'intuition sociale, la capacité à repérer les signaux sociaux envoyés par votre entourage. La conscience de soi, la faculté de percevoir les sensations corporelles qui reflètent les émotions. La sensibilité au contexte, l'art d'adapter vos réactions émotionnelles au contexte. Puis l'attention, la capacité de se concentrer avec clarté et précision. Et c'est ça qu'on va voir tout le long. Mais avant d'entrer dans chacune d'entre elles, il y a une chose qu'on appelle, ça j'ai vu ça à l'université, mais on le voit un peu partout dans les cours qu'on a, on parle des traits de personnalité. Il y a un lien à faire entre les traits de personnalité et le style émotionnel. Ici, je ne rentrerai pas dans les traits de personnalité qu'on a, mais il y a un lien à faire. Puis ici, ce qu'il nomme, c'est une personne très ouverte aux expériences nouvelles possède une forte intuition sociale. Elle est aussi très consciente de soi, étant à avoir une attention très concentrée. Une personne dotée d'une forte capacité de contrôle possède une intuition sociale développée, une attention concentrée et une vive sensibilité au contexte. Une personne aimable a une très fine sensibilité au contexte et une forte résilience. Elle tend aussi à conserver une perspective positive. Une personne extravertie est réactive face à l'adversité et donc rapide à récupérer en termes de résilience. Elle garde une perspective positive. Une personne négative, émotionnellement instable, est lente à récupérer face à l'adversité. Elle a une perspective sombre, négative, est relativement insensible au contexte et dotée d'une attention peu concentrée. Ça, c'est des traits c'est pas des traits de personnalité, mais des caractéristiques, des fois qu'on dit des gens, des fois, t'es une personne ouverte, ou t'es une personne qui est en contrôle, ou une personne extravertie, introvertie, une personne aimable, une personne sociable, ou une personne très négative. Ici, bon, on pourrait aussi rajouter d'autres caractéristiques comme la personne qui est impulsif. C'est une combinaison d'une attention non concentrée et d'une faible conscience de soi. C'est pour ça qu'on nomme que, surtout à l'enfance, à l'adolescence, mais aussi à l'âge adulte, c'est important de faire de la connaissance de soi quelque chose d'important à apprendre dans la vie, ce qu'on nous apprend pas toujours à l'école, ni un peu partout. Puis c'est pour ça qu'il existe beaucoup d'organismes ou beaucoup de gens au privé qui peuvent nous aider à faire une certaine connaissance de soi sur certaines choses. Puis plus on apprend à se connaître, puis ici, c'est la conscience de soi, ce qui veut dire que dans la conscience de soi, il y a aussi de nommer ses émotions, d'être capable de les identifier, mais être capable de savoir comment je réagis à telle situation, puis quels sont les moyens ou comment je peux mieux réagir à ça. Donc, on devient un peu moins impulsif. Fait que c'est normal qu'un enfant soit impulsif, puis quand on devient adulte, on essaie de travailler ça au courant de la vie. Les gens qui sont patients. Une autre caractéristique, c'est une combinaison d'une forte conscience de soi et d'une vive sensibilité au contexte. Savoir que quand le contexte change, d'autres choses changent aussi, aide à se montrer patient. C'est normal quand on est enfant, qu'on puisse être impatient et l'adolescence égale les hormones dans le tapis, beaucoup de changements en même temps, donc c'est difficile d'être patient. On est très impatient au changement et aux choses dans ces âges-là. Mais lorsqu'on devient adulte, on peut travailler ça. Mais c'est tout au courant de la vie qu'on le travaille. Des fois, il y a des gens qui sont capables de le travailler dès leur plus jeune âge. Des fois, il y a des gens qui accompagnent dès le jeune âge, dès l'adolescence. Ce qui est important, c'est d'en prendre conscience. Les gens qui sont timides, c'est une combinaison d'une lenteur à récupérer et d'une faible sensibilité au contexte. À cause de cette insensibilité au contexte, timidité et méfiance persistent
persistant, en dehors des situations où elles pourraient sembler normales. Ici, ce que ça dit, c'est que la timidité, pourquoi c'est une faible sensibilité au contexte, c'est que on n'est pas en contact avec ce qui se passe autour de nous, mais plutôt avec ce qui se passe en dedans de nous. Fait qu'on est plus en contact avec à l'intérieur de nous, dans notre tête, dans nos émotions, que autour de nous. Ce qui fait que ce qu'on pense n'est pas toujours vrai de ce qui se passe autour de nous. Donc, c'est pour ça qu'on dit que c'est une insensibilité au contexte. Puis, ça peut faire en sorte qu'on engendre une certaine méfiance envers les autres. Une caractéristique de l'anxieux, une combinaison de la lenteur à récupérer, de la perspective négative, d'un haut degré de conscience de soi et d'un manque de focalisation en termes d'attention. Ce que ça veut dire ici, c'est que lente à récupérer, c'est que ça prend du temps à se remettre d'une situation, ça prend beaucoup de temps de se remettre des émotions aussi. Et souvent, on a comment dire, dans les situations à venir, on est plus dans la pensée négative, dans ce qui pourrait arriver de catastrophique, que de ce qui pourrait arriver de positif. Donc, on a une perspective négative. Mais on a une très bonne conscience de soi à l'intérieur de nous, mais un manque de focalisation en termes d'attention. On ne porte pas attention aux choses autour de nous, sauf quand c'est négatif. Une autre caractéristique qui est l'optimiste. C'est une combinaison de la rapidité à récupérer et de la perspective positive. Le malheureux chronique, une autre caractéristique. Une combinaison de la lenteur à récupérer et d'une perspective négative. L'individu peut éprouver des émotions positives, mais après un revers reste prisonnier négatif. D'une émotion négative. Là, on s'entend, ici, ce n'est pas des... on est dans un trait malheureux chronique. On n'est pas dans une dépression ici, on est vraiment plus dans des traits. Donc, c'est pas des gens qu'on va diagnostiquer nécessairement, puis ce n'est pas non plus des troubles. On reste toujours dans... Ceci est malléable, ça peut changer avec le temps. Mais pour ça, des fois, on a besoin de soutien, d'accompagnement. Si on revient, comme on avait dit, on va les décortiquer un après l'autre, on va revenir. Si on revient à un style de résilience, comment qu'on les décrirait? Comment qu'on fait? C'est en fait les questions à se poser, c'est est-ce qu'on parvient, mettons qu'on est dans le style de résilience, on revient à ça, excusez-moi. Est-ce qu'on parvient d'habitude à surmonter nos échecs? Ou bien à s'effondrer, est-ce qu'on s'effondre? Face à un défi émotionnel ou à toute autre difficulté, est-ce qu'on trouve de la ténacité, la volonté nécessaire pour avancer, ou bien on se sent tellement impuissant qu'on abandonne? Après une dispute avec nos amis ou notre partenaire de vie, est-ce que ça nous plombe pour le reste de la journée ou on peut passer rapidement à autre chose? Quand on est mis KO, est-ce qu'on est capable de se relever rapidement pour retourner dans l'adversité de la vie? Ou on abandonne puis on se résigne à tout? Est-ce qu'on réagit au revers avec énergie et détermination ou on se laisse abattre? Là, ici, on est d'un côté du spectre ou de l'autre. On s'entend, ce genre de questionnement-là, c'est dans un extrême et dans l'autre. Mais le principe n'est pas de se regarder juste dans un extrême ou dans l'autre. C'est des questions à se poser à travers les situations qu'on vit. Donc, pour ici, dans le style de résilience, on prend une situation qu'on a vécue. Logiquement, on essaye le plus possible de prendre les situations les plus rapprochées du moment présent, puis de ce qui va, mettons, aujourd'hui ou hier. Puis à chaque fois qu'il arrive une situation, on prend un certain temps dans notre journée pour réfléchir. Ça m'a pris à peu près combien de temps? Là, on n'est pas obligé de calculer non plus à la seconde près. Hey, ça m'a pris 2 heures. Mais tu sais, est-ce que ça a pris beaucoup de temps de se remettre d'une situation ou peu de temps? Est-ce que je me suis senti longtemps effondré? Ce qui est totalement normal après une situation de se sentir effondré. Mais combien de temps ça dure cet effondrement-là? Est-ce que ça a duré 20 minutes ou ça a duré 4 jours?
pour une seule situation. On ne parle pas ici d'une accumulation de situations. C'est pas 25 situations dans les 25 derniers jours. On en prend juste une. Si on passe à un style de perspective, est-il rare que nous laissions les nuages émotionnels assombrir notre vision de la vie? Est-ce qu'on conserve une bonne dose d'énergie et d'implication même quand les choses tournent mal ou pas comme on l'espère? Ou comme on l'espérait. Où on a tendance à être cynique, à être pessimiste. Est-ce qu'on a du mal à voir les choses positivement? Au bout du spectre, on trouve les individus positifs, à l'autre bout les négatifs. Encore là, on a un extrême ou à l'autre. On prend une situation de vie puis on regarde. Est-ce que à chaque fois qu'il arrive une situation, la plupart du temps, est-ce que dans ces situations-là, on parle aux autres, on voit la manière négative des choses ou on est capable de voir le positif? Ce n'est pas nécessairement une mauvaise chose de voir les choses négatives. Il faut les voir, les choses négatives d'une situation, mais il faut être aussi capable de voir les choses positives. C'est la même chose. Est-ce qu'on voit toujours les choses positives de la vie? Il y a un équilibre à avoir là-dedans. Le style d'intuition sociale. Est-ce qu'on sait déchiffrer le langage du corps ou le ton de voix des autres? Est-ce qu'on est capable de déduire si l'autre personne qui parle, notre interlocuteur, veut vous parler ou rester seul, s'il est excessivement stressé ou au contraire très à l'aise? Ou bien on reste perplexe ou même aveugle face aux signes extérieurs de l'état de l'autre personne? À une extrémité du spectre se trouvent les individus socialement intuitifs. Ceux qui sont capables de voir rapidement comment l'autre se sent, le ton de voix, le corps, comment est positionné, ça veut dire beaucoup de choses. Est-ce qu'on est capable de le voir? Ou à l'autre extrémité, ceux qui sont complètement aveugles à ça. Ici, ce que ça veut dire, c'est un peu ce que ça veut dire, c'est est-ce que dans une situation sociale, quand je parle avec une personne ou quand je rentre dans une pièce, est-ce que je suis capable, là, j'y vais de manière grossière, est-ce que je suis capable de me rendre compte que la personne, je l'ennuie? Ou ce que je dis à la personne, elle veut pas communiquer avec moi en ce moment? Ou que ce que je lui dis la dérange? Est-ce que je suis capable de le voir, ça, ou je le vois pas pantoute? Puis des exemples, ça, on en voit plusieurs partout, des fois. Puis la manière de se regarder faire, c'est moi-même en tant que personne, quand l'autre me parle, c'est quoi je suis en train de me dire? Qu'est-ce que je suis en train d'y démontrer? Est-ce que j'ai les bras croisés, je tape du pied, puis je réponds de manière invasive, comme trop rapidement pour OK, go, je suis tanné, je veux m'en aller? Ou je me sens super intéressé, puis j'y pose des questions? Ben, c'est un peu la même affaire. Comment l'autre se sent, il va nous montrer des signes. Après ça, c'est d'être capable de les lire. Il faut faire attention quand on est dans un extrême. Si on les lit beaucoup trop, des fois, ça peut créer justement de la timidité parce qu'on est trop capable de les lire. Ce qui fait que on est en train de se créer je suis en train de l'ennuyer. Je suis en train de... Là, je me sens stressé ou anxieux ou j'ai peur parce que l'autre, je l'ennuie. OK, là, il faut que je l'entertain. Il faut que Voyons. Il faut que je la rende intéressante à moi. OK, puis là, on s'imagine d'autres scénarios. On passe au style de conscience de soi. Est-ce qu'on est conscient de ses propres pensées et sentiments? On est-tu à l'écoute des messages que notre corps nous envoie? Ou bien on réagit sans savoir pourquoi parce que notre fort intérieur est complètement opaque, complètement invisible à ce qu'on ressent, à ce qu'on voit? Est-ce que nos proches se demandent pourquoi? Vos proches se demandent-ils pourquoi vous ne vous livrez jamais à l'introspection? Pourquoi vous semblez ne pas en tenir compte quand vous êtes anxieux, jaloux, impatient ou menacé? À une extrémité du spectre se trouvent les individus conscients d'eux-mêmes, à l'autre extrémité, ceux qui sont opaques à eux-mêmes. Donc, en d'autres mots, ceux qui se connaissent beaucoup, puis ceux qui n'ont aucune conscience d'eux-mêmes. Et ça, on le voit un peu partout. On passe au style de sensibilité au contexte. L'intuition sociale, c'était... Là, ici, la différence. L'intuition sociale, c'était quand tu parles à une personne. Maintenant, le contexte, est-ce qu'on est assez au fait des normes sociales pour ne pas
raconter à notre patron la même plaisanterie grivoise, bon. Est-ce que je suis capable de dire à mon boss des blagues, mettons, qu'on raconterait à des amis? Là, je vais être extrême dans ce que je dis. Est-ce que je raconterais une blague à connotation sexuelle à mon boss ou pas? Est-ce que je le fais à mon meilleur ami? Est-ce que je parlerais de mes problèmes de vie à des inconnus? Ou justement à mes collègues, que c'est que des collègues de travail? Ou pour éviter de draguer pendant un enterrement? T'sais, est-ce que je me mets à draguer pendant qu'on enterre quelqu'un quand on n'est pas censé? T'sais, il y a un contexte à avoir. Si je me trouve dans un mariage, est-ce que je vais être capable de m'adapter au contexte ou si je vais rester dans ma propre perception? Ou bien est-ce que la première surprise quand on vous fait remarquer que votre comportement est incorrect? Si on se situe à une extrémité du spectre, on est connecté au contexte et à l'autre, on est complètement déconnecté. Maintenant, votre style d'attention. Êtes-vous capable d'écarter les interférences émotionnelles et autres distractions afin de rester concentré? Est-ce qu'on est fasciné par un jeu vidéo au point de ne pas remarquer que le chien a besoin de sortir? Ou jusqu'à ce qu'il fasse ses besoins dans la maison? Ou ça peut être tout simplement, est-ce qu'on est tellement concentré à quelque chose qu'on oublie nos propres besoins physiques d'aller aux toilettes ou de manger? Il y en a beaucoup qui oublient de manger. Mettons, je prends l'exemple, on est tellement concentré sur le travail à faire, à notre emploi, ou par exemple une situation stressante, payer des dettes, rénover une maison, etc. Là, un mariage, on est tellement stressé qu'on en oublie de manger. Vous arrive-t-il d'oublier ce que vous êtes en train de faire pour repenser à la dispute qu'on a eue le matin même avec notre conjoint ou conjointe, ou pour vous angoisser à l'idée de la présentation que vous allez bientôt devoir faire devant vos collègues? À l'un des extrémités du spectre de l'attention se trouvent les individus concentrés et à l'autre les non concentrés. On s'entend ici, dans tous ces spectres, on essaie de rester le plus simple possible. Après ça, encore une fois, c'est toujours de prendre chaque situation puis de voir à quel point on est concentré sur une situation où on ne l'est pas. Puis c'est quand même un peu... comment qu'on peut faire ça aussi? Ça peut être, mettons, quand on écoute un film. Si on écoute le film, est-ce qu'on en a manqué des bouts? Lire un livre, on en a-tu manqué des bouts? On était perdu dans nos pensées, ou on entendait l'enfant pleurer, ou le chien, ou le bruit de la laveuse, etc. Tout ça. C'est des manières un peu de le voir, de le comprendre. Maintenant qu'on passe... Encore une fois, on va les revoir un après l'autre. On revient à la résilience. Puis on va plus en profondeur. Quand on se dispute avec un ami, cela plombe le reste de votre journée. C'est une question à se poser. Quand vous apprenez en arrivant à l'aéroport que votre vol a été annulé, vous vous accablez, on accable la personne de tous les noms. Un peu où vous êtes cassant avec votre partenaire de vie, justement. Vous avez l'impression qu'il vous arrive toujours la même chose et vous êtes incapable de reprendre votre calme avant plusieurs heures. Quand un distributeur avale votre argent sans vous donner votre paquet de chips, vous martelez à coups de poing cette stupide machine. Vous passez le reste de la journée à grommeler et vous donnez discrètement un coup de pied au distributeur chaque fois que vous passez devant. Quand un de vos proches meurt, vous ne ressentez pas seulement une tristesse normale, mais aussi un désespoir profond et prolongé. Si paralysant qu'il vous faut plusieurs mois ou plusieurs années pour que vous vous retrouviez à votre normal. Si vous vous reconnaissez dans l'une de ces propositions, vous êtes en matière de résilience lent à récupérer. Cette partie du continuum est marquée par une difficulté à oublier la colère, la tristesse ou toute autre émotion. Là, ici, je vais utiliser le mot négative, mais c'est pas négative, je vais plutôt aller dans le désagréable, parce que c'est jamais vraiment le fun d'être super fâché, super triste. Même qu'il y a des gens qui aiment pas ces émotions-là. Après une perte ou une contrariété, un échec ou un événement bouleversant. À l'inverse, vous parvenez en général à surmonter les revers, vous allez de l'avant quand il vous arrive quelque chose de désagréable. Quand vous vous querellez avec votre conjoint avant de partir au travail, vous
Êtes-vous capable d'oublier cette dispute avec la certitude que tout s'arrangera? Dans ce cas, vous êtes rapide à récupérer ou résilient. Chacun de ces extrêmes a ses inconvénients. Une personne extrêmement résiliente peut manquer de motivation pour relever les défis et accepter n'importe quel échec en haussant les épaules, parce que dans la vie, faut pas s'en faire. Au contraire, si vous êtes lent à récupérer, cela peut vous empêcher de passer à autre chose après un revers. Vous continuez à vous énerver, vous êtes obsédé par ce qui appartient désormais au passé. Donc, ici, c'est des questions à se poser. Puis, il faut prendre en considération que ce n'est pas parce que une situation, 2 ou 3, fait en sorte qu'on est lent à récupérer que ça veut dire que toutes les situations sont lentes à récupérer. Et c'est pour ça que c'est important d'apprendre à se regarder et à comprendre les choses. Puis souvent, c'est difficile. Premièrement, et deuxièmement, on n'a pas le temps de le faire tout seul. Et c'est pour ça que l'accompagnement existe, pour apprendre à se connaître. Et là, je ne le passerai pas au travers, mais il y a des questions, il y a des questions qu'on peut se poser encore une fois. Si j'ai un petit désaccord avec un ami ou avec mon conjoint, je reste en général sur les nerfs pendant des heures. Si un automobiliste roule pour me doubler, tous les autres en file d'attente, je hausse les épaules au lieu de m'énerver, etc. On peut s'en poser d'autres comme ça. Maintenant, dans le style de la perspective, nous connaissons tous des gens comme ça. Une personne est capable d'entrer dans une pièce où elle ne connaît personne et se lie avec des parfaits inconnus. Un autre ne laisse jamais le moindre nuage émotionnel obscurcir sa foi en un avenir plus beau. Un autre conserve toute son énergie et son entrain même dans les circonstances les plus difficiles. Loin d'y voir une corvée, un autre se réjouit de toutes les obligations mondaines. Un autre éprouve un sentiment d'interconnexion avec son entourage social et familial. Une autre personne tire un plaisir sincère d'une vie qui, objectivement, pourrait être une source de malheur et d'inquiétude. C'est le genre de personne qui voit toujours le bon côté des choses et que nous avons parfois envie de secouer en hurlant. Mais vous ne vous rendez pas compte de l'enfer que nous vivons? Bien sûr que non, car le fonctionnement de leur cerveau leur fait voir partout ce qu'il y a de positif et les empêche de voir les signaux d'alarme dans leur vie personnelle ou professionnelle. Ces gens-là habitent l'extrémité positive, optimiste, de la dimension perspective. Ils ont l'art étrange de conserver leurs émotions positives. Cette conversation est la caractéristique clé de cette dimension. Elle ne mesure pas votre capacité à éprouver de la joie, mais à entretenir ce sentiment. À l'autre bout du spectre se trouvent ceux pour qui la joie tend à fondre aussi vite que neige au soleil. Ce sont les cyniques et les pessimistes, qui ne peuvent faire durer l'instant initial de bonheur et de fierté que leur inspire une rencontre ou une réussite. Parfois, cette incapacité à entretenir une émotion positive est si extrême qu'ils ne parviennent même pas à la ressentir. Les personnes situées au pôle négatif extrême de cette dimension ont donc du mal à éprouver du plaisir si bref soit-il et risquent l'addiction ou là on rentre dans le trouble. On peut les décrire comme des personnalités moroses négatives. La capacité à garder le moral et à conserver une émotion positive dans le temps est la principale mesure de la dimension, perspective de votre style émotionnel. On peut y voir un complément de la résilience qui reflète à quelle vitesse vous surmontez l'adversité. La perspective décrit combien de temps vous parvenez à préserver les émotions positives, soit après qu'il vous est arrivé quelque chose de bien, soit quand vous pratiquez délibérément la réflexion émotionnelle positive, en passant à quelqu'un que vous aimez par exemple. La durabilité des sentiments positifs tend à influencer fortement la façon générale dont vous envisagez les choses. Maintenant, passons à l'intuition sociale. Vous avez sans doute déjà vu ça. Un homme et une femme bavardent, ils détournent les yeux, se penchent en arrière, reculent d'un demi-pas. Et elle ne se doute toujours pas qu'il ne s'intéresse pas du tout à elle. Ou bien un ami vous attrape alors que vous sortez en hâte et se met à vous raconter longuement une affaire sur laquelle il sollicite vos conseils alors que pendant ce temps-là, vous vous dirigez vers votre voiture tout en consultant votre montre. Pourtant, il ne vous lâche pas. Les personnes situées à cette extrémité du spectre de l'intuition sociale sont celles que j'appelle perplexes. C'est celles qui ne voient pas ce que l'autre vit.
À l'autre extrémité, on trouve les personnes socialement intuitives. Elles ont le don de repérer les signes non-verbaux les plus subtils. Elles savent lire le langage du corps, l'intonation de la voix, les expressions du visage. Elles devinent quand quelqu'un veut parler de son chagrin ou quand il vaut mieux aborder des sujets légers. Quand un collègue se fait reprendre par un supérieur, elle voit s'il a besoin de conseils et de réconfort ou s'il préfère qu'on le laisse seul. Elle discerne quand un adolescent qui vit son premier chagrin d'amour voudrait être épaulé et quand il souhaite qu'on fasse semblant de rien. Selon les personnes, l'attention accordée aux indices sociaux non-verbaux diffère du tout au tout. L'insensibilité extrême à ces signaux caractérise... Bon, là, je rentrerai pas là-dedans, mais on pourrait faire le lien avec des personnes qui vivent avec l'autisme. Mais je rentrerai pas dans ces explications-là. Mais tu sais, les signes verbaux, en tout cas, les signes verbaux des personnes vivant avec l'autisme sont peu capables des fois de voir celles des autres, sont beaucoup plus centrés sur eux-mêmes. Mais comme je disais, je ne rentrerai pas dans ces explications-là. Dans le livre, il y a des explications qui font le lien entre, mais ici, je ne cherche pas à le faire, ce n'est pas le but. On rentre dans la perspective de la conscience de soi. Avez-vous des amis pour qui l'introspection est aussi exotique que lourde? Vous-même, agissez-vous et réagissez-vous sans savoir pourquoi, comme si votre moi intérieur est un mystère total, opaque pour votre conscience. Vos proches vous demandent-ils parfois pourquoi vous avez l'air jaloux, furieux ou impatient et êtes-vous surpris de ressentir cette émotion lorsqu'on attire votre attention dessus? Nous connaissons tous des gens complètement aveugles et sourds à leurs propres émotions. Ils ne sont pas dans le déni, ils sont simplement inconscients des indices émotionnels qui surgissent dans leur corps. Cela s'explique en partie par l'intensité plus ou moins forte de ces signaux, mais cela renvoie aussi à une capacité plus ou moins grande à reconnaître et à interpréter ceux-ci, ainsi qu'à la sensibilité du sujet à des indices. Quelle intensité les signaux doivent avoir pour que vous les perceviez. Certaines personnes ont beaucoup de mal à sentir leurs sentiments. Il leur faut parfois des jours pour reconnaître qu'elles sont en colère, très jaloux ou effrayées. À cette extrémité de la dimension, conscience de soi, se situent les gens opaques à eux-mêmes. On peut aussi rentrer l'éducation de l'enfant par la famille, mais aussi par le système d'éducation qui souvent, il y a une différence parfois, beaucoup avant, mais aujourd'hui tend à changer sur l'éducation qu'on donne aux filles et aux garçons. Ici, ce qui est plate un peu à dire, puis oui, ça va rentrer dans le jugement un peu, mais souvent, on va éduquer les filles comme étant plus conscients de leurs émotions, ou plus alertes à eux, ou plus à l'écoute, mais pas, ou plus qui réagissent mieux ou qui soient mieux capables de les lire, parce que dès la tendre enfance, on leur dit que c'est correct puis c'est normal puis on les encourage. Tandis que chez les gars, souvent on les encourage à pas avoir d'émotion, à dire hey, vous êtes plus fort que ça, arrête de brailler, arrête de ci. Donc, on leur lance le signal puis on leur dit tu n'as pas le droit de ressentir ça. Donc, ce qui se passe dans le cerveau, à ce moment-là, dans les structures, il y a des connexions qui vont se former à ne ressens pas d'émotion. T'es plus fort que ça. Arrête de ressentir ça, t'as pas le droit de. Donc, à un moment donné, la personne va finir par croire qu'elle n'a pas d'émotions ou qu'elle ne doit pas les ressentir. Il y a un peu ça qui se passe dans la tête. Mais ça veut pas dire que parce qu'on a eu cette éducation-là, tant par les parents que par l'école, que par d'autres, l'entourage, que ça veut nécessairement dire qu'on est pris avec ça toute notre vie. C'est sûr que si on s'en rend pas compte ou qu'on ne veut pas le voir puis ne veut pas le travailler, le changer, oui, on va rester pogné avec ça toute notre vie. Mais en même temps, il y a un côté où est-ce que moi j'ai envie de changer ou pas? Est-ce que je suis bien de vivre avec ça ou pas? Là, on rentre dans l'autre extrémité. On trouve les gens conscients d'eux-mêmes, très au fait de leurs pensées et sentiments, à l'écoute des messages que leur envoie leur corps. Ils savent que s'ils grondent leur enfant, ce n'est pas parce que refuser de manger du chou est un crime, mais parce qu'un monstrueux embouteillage les a fait rentrer à la maison avec 1 heure de retard, ce qui a fait
ce qui a fait monter leur niveau de stress jusqu'au point de non-retour. Ils sont parfois ultra sensibles aux messages transmis par leur corps et le ressentent les effets physiques de leur état émotionnel très intensément au point parfois que cela les pénalise. Cette extrême sensibilité a bien des avantages. Elle joue un rôle crucial dans l'empathie, la capacité à ressentir ce que ressentent les autres. Et en vous permettant de comprendre votre propre état émotionnel, elle peut vous aider à éviter les malentendus avec votre partenaire, vos amis, votre boss, vos collègues. Si vous avez conscience d'avoir été contrarié par un événement antérieur à votre retour à la maison, vous comprendrez mieux que la fureur que vous éprouvez soudain ne vient pas vraiment de ce que le dîner n'est pas encore prêt. Une forte conscience de soi peut aussi cependant avoir des inconvénients. Face à la souffrance d'autrui, une personne dotée d'antennes émotionnelles très sensibles à ses propres émotions ressentira l'anxiété ou la tristesse de l'autre, dans son esprit et dans son corps via une montée de l'hormone du stress appelée cortisol, ou encore une accélération du rythme cardiaque et une augmentation de la pression sanguine. Cette sensibilité extrême est sans doute un facteur du burn-out, dont souffrent les infirmières, les avocats, tous ceux qui sont en relation d'aide, mais ça peut être n'importe qui travaille avec les autres ou ressentir la pression de la famille, la pression des amis, la pression des collègues, de notre boss, peu importe en fait l'emploi qu'on fait. Ici, on peut, puis il y a un bémol à mettre, on peut être quelqu'un qui a une bonne conscience de soi, mais qui n'a pas une bonne intuition sociale, mais à l'inverse, c'est-à-dire qu'on va ressentir beaucoup de choses que les autres sentent, mais ça se peut qu'on ne soit pas capable de comprendre pourquoi on les ressent. Mais tu sais, c'est sûr que ici, dans la conscience de soi, il y a la connaissance de soi. Qu'est-ce que je suis en train de vivre en ce moment? Est-ce que cette émotion-là m'appartient ou elle appartient à l'autre? Est-ce que je suis en train de ressentir quelque chose c'est ce que moi j'ai vécu ou c'est ce que l'autre est en train de vivre? Ici, c'est un peu un jugement, mais souvent les gens qui ont une bonne conscience de soi, de faire la différence entre ce que je ressens et ce que l'autre ressent, vont souvent aller dans des emplois qui sont en lien avec le public, avec les autres, qui sont en relation. C'est-à-dire tout ce qui est aux relations publiques, tout ce qui est en relation d'aide, tout ce qui est en marketing, mettons, ou en vente, etc. Parce que ces gens-là ont une bonne connaissance de soi, de ce qu'ils ressentent, et ils sont capables de s'adapter, de se modeler en même temps à ce que l'autre est en train de dire. Donc, on rentre avec la conscience de soi, mais aussi l'intuition sociale. Les deux, un peu, vont de pair, des fois. On passe maintenant à un prochain qui est la sensibilité au contexte. Vous est-il déjà arrivé de raconter à votre patron la même blague salace qu'à vos amis de la veille au bistrot? À un enterrement, avez-vous déjà été horrifié de voir quelqu'un jouer sur son iPhone? Ou encore à un mariage lorsqu'une invitée régale les autres convives en racontant la liaison qu'elle a eue jadis avec le marié? Êtes-vous surpris quand les gens vous disent que votre comportement est inadapté? En général, nous savons quand telle ou telle conversation est déplacée aux égards aux circonstances. Les gens particulièrement sensibles à leur entourage social sont connectés sur le spectre de la sensibilité au contexte. Les personnes indifférentes à cet entourage occupent l'autre extrémité. Elles sont indifférentes aux règles qui régissent les interactions sociales et qui font qu'un comportement parfaitement acceptable dans tel contexte est insultant dans tel autre contexte. Parce que la sensibilité au contexte est intuitive plutôt que consciemment régulée. Et parce que le contexte social et notre propre comportement ont souvent un sous-texte émotionnel. Mariage égale heureux, solennel, liaison avec le marié, vulgaire. J'y vois une composante importante du style émotionnel. Selon la personne avec qui vous interagissez et selon les circonstances, les attentes diffèrent.
Les interactions avec des amis proches n'obéissent pas aux mêmes règles que les échanges avec les simples connaissances et avec les membres de notre famille, avec nos collègues ou avec nos supérieurs. Cela ne vaudra rien de bon de traiter votre patron comme un enfant, le policier qui vient d'arrêter votre véhicule comme un pote, ou encore votre collègue comme une partenaire sexuelle. La sensibilité aux règles des relations sociales et la capacité à réguler ses émotions et son comportement varient énormément d'un individu à l'autre. On peut envisager la dimension sensibilité au contexte comme une forme de conscience de soi tournée vers l'extérieur, c'est-à-dire vers les autres. Celle-ci reflète à quel point vous êtes à l'écoute de vos propres indices physiologiques et émotionnels, tandis que la sensibilité au contexte signale à quel point vous êtes à l'écoute de l'environnement social. Nous passons au dernier point, et à ce qui est l'attention. Pouvez-vous faire abstraction des émotions parasites et rester concentré? Ou bien vos pensées s'échappent-elles de ce que vous êtes en train de faire pour revenir à la dispute que vous aviez eue avec votre partenaire le matin même? À l'angoisse que vous inspire cette présentation que vous allez bientôt devoir faire du travail ou au rendez-vous médical qui vous attend le lendemain. Si vous êtes en plein rush pour tenir un délai et que votre patron vient tous les demi-heures voir où vous en êtes, vous faut-il plusieurs minutes après chacune de ces visites pour renouer le fil de vos pensées? Et si votre ado vous appelle au sujet de ses problèmes d'inscription ou de ses problèmes de vie? Il peut paraître étrange de faire de l'attention une dimension du style émotionnel, car la capacité de concentration est la plus souvent perçue comme un élément de la capacité cognitive. Si je l'inclus pourtant, c'est parce que des scènes ou des sons sont d'autant plus susceptibles de nous distraire qu'ils sont empreints d'émotion. Dans un restaurant bruyant, par exemple, si nous entendons des cris quelques tables plus loin ou bien une voix forte et agitée suivie d'un bruit de verre cassé, il nous est plus difficile de rester concentré sur notre conversation que si les bruits environnants sont moins chargés d'émotion. Les indices émotionnels non seulement sont omniprésents dans notre vie et notre environnement, mais sont aussi des sources de distraction qui viennent perturber notre capacité à accomplir des tâches et à rester serein. Il s'avère que la capacité à écarter les émotions perturbatrices va de pair avec la capacité à écarter les distractions sensorielles. Une personne concentrée peut zoomer sur une conversation spécifique au cours d'une fête bruyante, alors qu'une personne non concentrée a sans cesse l'attention et les yeux attirés par le stimuli le plus puissant. Donc, dans une fête, il y a des gens qui vont être capables de focaliser sur une seule conversation, tandis que la personne non concentrée ne sera pas capable, elle va trop entendre de stimuli et ça va générer des émotions probablement d'impatience, de colère ou de détresse. Peut-être, on ne sait pas. Ça dépend de chaque personne. Certains individus sont capables de débrancher même s'ils sont en plein émoi émotionnel. Ils se situent à l'extrémité du spectre de l'attention dédié aux individus concentrés. D'autres sont constamment distraits par des élans émotionnels qui n'ont rien à voir avec ce qu'ils sont en train de faire. Ils se situent à l'autre extrémité, celle des individus non concentrés. Les premiers peuvent se concentrer malgré les intrusions chargées d'émotions. Ils filtrent l'atmosphère pour en exclure la surcharge d'anxiété ou la surcharge cognitive, alors que les seconds ne le peuvent pas. Bref, attention et émotion vont de pair, puisque les stimuli émotionnels accaparent une trop grande part de notre attention. Préserver un équilibre interne pour se concentrer calmement et résister aux distractions est bien un aspect du style émotionnel. C'est ce qui fait un peu le tour. En fait, une dernière chose, il y a aussi ce qu'on parle dans l'attention sélective. C'est la capacité, alors que vous êtes immergé dans un océan de stimuli incessants, à miraculeusement prêter attention à une seule chose. Parce que la quantité d'informations à laquelle nous sommes exposés à chaque instant est stupéfiante. Alors même que vous lisez ces mots, votre vision périphérique perçoit vos mains qui tiennent le livre. Vos oreilles enregistrent des sons. Si vous pensez être dans une pièce silencieuse, cessez de lire et tentez l'oreille. Dans le fond, l'attention sélective, on pense souvent que des gens sont dotés naturellement de ça ou pas. Mais en fait, elle se travaille. On peut très bien soi-même se concentrer à le travailler sur quelque chose.
Et on peut le faire en lisant des livres, on peut le faire en écoutant de la musique, on peut le faire en faisant du sport, on peut le faire en écoutant un film. On peut même le faire souvent en faisant de la méditation dans le silence, mais d'être capable de... Je l'ai déjà fait en consultation, on parlait justement de ce qui nous distrait de ce qu'on entend, puis je demandais aux gens de revenir sur qu'est-ce qu'ils entendent en ce moment. Puis tout à coup, ils se mettaient à entendre la ventilation qu'il y avait dans le bureau. Si on passe à un prochain point. Un prochain point qui est ici, c'est un peu, dans le fond, on rentre dans ce que je disais tantôt, le lien entre le cerveau et le trait émotionnel. Si on est dans la résilience, qu'est-ce qui a été étudié avec des outils scientifiques, là, puis avec des études, puis tout, mais là, je ne rentrerai pas là-dedans. Moi, je reste tout le temps dans le plus simple. Ils ont dit que, dans le fond, la résilience, les signaux allant du cortex préfrontal vers l'amygdale et de l'amygdale vers le cortex préfrontal déterminent à quelle vitesse le cerveau récupère après une expérience perturbatrice. Donc, ce que ça veut vraiment dire ici, c'est quoi les zones du cerveau qui sont reliées à ce trait-là. Le cortex préfrontal, je rappelle un peu, peut-être que je l'avais dit dans un autre, c'est tout ce qui est la gestion des émotions, la planification, l'organisation. Principalement, là, c'est ça. L'amygdale, on revient à là où c'est tout ce qui est impulsif, ce qui est naturel. Les émotions sont un peu là. Ils vont naître là de manière comme naturelle. Puis le cortex, lui, préfrontal, va venir les trier. C'est là qu'il vient, genre, dois-je me sentir comme ça? Est-ce que j'ai conscience de moi là-dedans? Est-ce que on est au beau contexte? C'est là qu'on rentre dans la gestion d'émotions. Est-ce une émotion adaptée au contexte? Est-ce que c'est comme ça que je devrais réagir, etc. Là, je reste quand même assez bref dans l'explication, mais ils ont montré que ça vient jouer dans ces deux-là. Si on rentre dans le socialement intuitif, c'est quoi les parts du cerveau? Un bas niveau d'activité, là, c'est un mot que j'ai appris moi-même. Là, je vous le nomme, mais je rentre pas dans l'explication de c'est quoi. C'est un peu en bas du cerveau, en bas en arrière. C'est le gyrus fusiforme. Donc, un bas niveau d'activité du gyrus fusiforme et un niveau élevé d'activité de l'amygdale caractérise les personnes socialement perplexes. Inversement, une activité forte du fusiforme et une activité faible à modérée de l'amygdale sont les marques d'un cerveau socialement intuitif. L'amygdale, je le rappelle, c'est l'émotion qui vient instinctivement, c'est l'instinct. Bang, l'émotion est là. Donc, s'il y a un niveau élevé, l'émotion va être probablement intense, puis si il est faible à modéré, il va avoir une intensité faible à modéré, donc il va être plus capable de l'adapter à la situation. Si on est dans la sensibilité au contexte, on est s'il est mieux connu pour son rôle dans la formation de souvenirs à long terme, l'hippocampe a aussi pour fonction d'adapter nos comportements au contexte. Une faible activité est caractéristique des individus déconnectés. Une activité forte des individus, une activité forte des individus connectés. Donc, ici, la sensibilité au contexte est liée à l'hippocampe dans le cerveau. Si on passe au prochain, qui est la conscience de soi. La conscience de soi, c'est une autre partie du cerveau qui est en plein dans le milieu, là. Je ne pourrais pas vous dire exactement où dans le milieu, mais il la nomme l'insula, ou cortex insulaire, reçoit les signaux émis par des organes viscéraux. Par conséquent, un haut degré d'activité de l'insula favorise un haut degré de conscience de soi, tandis qu'une activité moindre indique une moindre conscience de soi. On passe maintenant au prochain qui est le positif ou le négatif dans les situations, qui était en lien avec la perspective.
Là, ici, il y a une nouvelle région, elle est tout petite, c'est le noyau accumbens. Désolé, j'ai un peu de la misère, mais aussi, il est en lien avec le cortex préfrontal. Le cortex préfrontal et le noyau accumbens, situés dans le stratum ventral, encore un autre mot scientifique, forment le circuit de la récompense, ce qu'on appelle. Les signaux émis par le cortex préfrontal maintiennent un haut degré d'activité dans le stratum ventral. Région cruciale pour susciter un sentiment de récompense et donc une perspective positive. Une activité faible dans le stratum ventral due à une moindre émission des signaux en provenance du cortex préfrontal est la marque d'une perspective négative. Maintenant, on passe au dernier qui était l'attention, qui est le cerveau attentif qui, lui, est lié à peu près juste au cortex préfrontal. Bon. On arrive et on fait des études sur des jumeaux pour voir s'il y avait une part génétique et puis une part d'autre chose. Est-ce que tout est seulement génétique ou si ça pouvait être autre chose, si on pouvait le modifier. Et c'est un petit peu pour ça que je vous ai nommé les endroits du cerveau pour laquelle c'est lié chaque trait émotionnel. Comme je disais au début, le trait émotionnel, c'est pas statique dans le temps. Elle peut se modifier. Ce qui veut dire ce qu'on appelle ici la plasticité du cerveau. La plasticité du cerveau, c'est la capacité à changer de structure et de modèle d'activité neuronale. Donc, puis là, c'est plus vers la fin qu'on peut, je vais un peu vous expliquer comment ça se modifie. Mais quand la plasticité neuronale, c'est quand même un concept nouveau. Nouveau, ça fait quelques années. Mais avant, on pensait qu'on naissait d'une manière, donc un tempérament, puis on avait ce tempérament-là. Tu sais, avant, on disait tempérament facile, tempérament difficile. Point, tu restais avec difficile toute ta vie. Maintenant, ils se sont rendus compte que non, on peut le modifier. Et là, ici, on revient un peu avec des caractéristiques et des liens avec les traits. La timidité qu'on parle souvent et la sociabilité sont liées à l'intuition sociale. L'émotivité est liée à la résilience et à la perspective. La prédisposition à l'angoisse est liée à la résilience. Le sens de l'adaptation renvoie avant tout à la sensibilité au contexte. L'impulsivité est liée à l'attention. On est plus impulsif quand on est non concentré. Les émotions positives ou négatives ont trait aux dimensions résilience et perspective. Maintenant, pourquoi? Si on se fait dire qu'on est souvent timide, on peut voir que ce qu'il faut un peu regarder, c'est notre intuition sociale. Puis comment qu'on fait un peu pour modifier ça? L'intuition sociale. Quand on rentre dans la perspective, je vais commencer. Comment qu'on fait? Pour décider si vous souhaitez avoir une perspective plus positive ou plus négative. C'est sûr qu'en premier lieu, il faut savoir où on se situe. Il vous faut savoir si vous souffrez d'une dépression légère à un pôle ou si, au contraire, vous agacez vos amis et vos collègues avec votre constante optimisme irréaliste à l'autre pôle. Là, je dis dépression légère, ce n'est pas un diagnostic, mais mettons que vous vous faites dire ça par les autres. Parce que vous êtes tout le temps négatif, vous êtes tout le temps triste, tout est impossible à faire. Souvent, on se fait dire qu'on est des dépressifs. Mais là n'est pas un diagnostic, mais bien plus une vision négative de la vie. Une perspective excessivement positive, comme nous l'avons dit, vous empêche aussi de tirer les leçons de vos erreurs et de différer la satisfaction immédiate pour obtenir plus tard une récompense plus intéressante. L'incapacité à retarder la gratification est la marque d'une perspective extrêmement positive. Déplacer votre position vers l'extrémité négative résoudrait ces deux problèmes. D'un autre côté, une perspective excessivement négative peut saper votre motivation et vider vos relations humaines de toute joie. Devenir plus positif ajouterait un peu de sel à votre existence.
Donc, un peu ici, là, c'est un extrême et à l'autre. Maintenant, c'est comment qu'on fait pour en arriver à devenir plus équilibré, mettons. Ce que je suggère semblerait peut-être aussi aberrant que de dire à un alcoolique de passer plus de temps au bar, mais tant pis. Recherchez les situations où une récompense immédiate vous attire et résistez à la tentation. Et c'est là qu'on voit, c'est plate, mais comment qu'on fait, ça sera pas magique, puis ça va toujours demander un travail sur soi. Et le lien est là avec la plasticité du cerveau. C'est comme un muscle, c'est comme un apprentissage de n'importe quelle matière scolaire ou de travail. Il faut prendre du temps, premièrement, et il faut le travailler, il faut mettre de l'effort. Des fois, il faut se créer des plans de travail comme on ferait notre plan d'entraînement, comme on ferait notre plan nutritionnel, comme on ferait notre plan de voyage. Il faut mettre de l'effort et du temps. Et on peut demander de l'aide, de l'accompagnement, mais ça ne sera pas l'accompagnant qui fait la job à votre place. Puis c'est ça qui est plate, un peu, c'est qu'il n'y aura aucunement rien de magique. Il n'y aura pas de baguette, puis il n'y aura rien. Il faut mettre de l'effort. Puis ici, il faut soi-même se mettre dans des situations où il faut résister. Puis au début, ça va être super dur. C'est pour ça qu'en général, on peut essayer de mettre une résistance à quelque chose qu'on veut vraiment. Mettons, je prends une barre de chocolat. J'adore le chocolat, mettons. Puis là, on met une barre de chocolat. Ben, pour y résister, on peut l'avoir chez soi. Puis le mettre à la vue, puis faire comme résister pendant 15 secondes avant de la prendre. Après ça, la prochaine fois, ça sera 30 secondes, la prochaine fois 2 minutes, la prochaine fois, et on augmente le temps. Mais ça peut être aussi ne pas l'avoir chez soi, et simplement quand on va au supermarché, puis qu'on passe dans le rayon. On passe devant le rayon, puis on résiste à l'acheter. On se donne un temps avant de le faire, ou on peut juste pas le faire. Ici, ça vient contre-intuitif parce que souvent, on se fait dire d'éviter justement le rayon du chocolat ou d'éviter d'en acheter. Sauf que le bémol ici, c'est que quand on est dans l'évitement des choses, on n'est pas en train de le travailler. On est surtout en train de ne pas le travailler, de l'éviter et de faire en sorte que ça va être plus difficile. On s'entend ici, une autre nuance est de prendre en considération si on est dans un pôle extrême de problématique, de défi ou un trouble de quelque chose, on n'ira pas nécessairement travailler immédiatement cette façon-là. On va y aller beaucoup plus, on va accepter l'évitement puis on va travailler tranquillement la réappropriation de certaines sphère de notre vie comme le contrôle de l'impulsion. Mais ici, on n'est pas... Ici, je parle dans cette situation-là. On n'est pas dans un trouble, on n'est pas dans des problématiques graves. On est dans... On apprend à se connaître et on a eu des échos de ce que les autres ont dit ou des mésaventures, donc on veut changer un peu. Puis il ne faut pas être trop ambitieux au départ. Si vous voulez résister aux sirènes du shampoing, du shopping, mettons, allez dans les magasins sans votre carte de crédit, mais avec un peu de liquide en cas d'urgence. Pourquoi de l'argent liquide et non une carte de crédit ou une carte de guichet? Parce que la carte de crédit, vous avez un compte illimité. Donc, si vous achetez pour 400$, vous allez acheter pour 400$. Mais si vous avez seulement de l'argent liquide sur vous et que vous avez 50$, ben vous êtes obligé de vous limiter. Donc ici, on vient justement travailler ce côté-là de ne pas se gratifier immédiatement. Mais on peut faire la même chose avec à peu près tout dans la vie. Si c'est de l'alcool, ben on s'amène seulement 2 boissons dans un party de consommation. Comme ça, on ne peut pas le dépasser parce que sinon, on va être obligé de s'en aller. On peut faire la même chose avec des sacs de chips. Au lieu d'en avoir un complet, c'est de se limiter à un, puis on se donne un certain temps. La même chose pour les barres de chocolat, la même chose pour n'importe quoi, finalement. Parce que si on est une personne qui se gratifie dans l'immédiateté, plus on a de trucs accessibles, plus c'est facile de passer à travers, de pas résister. Vous pourrez ici vous entraîner à résister, et d'autant plus aisément que vous n'avez pas la somme nécessaire pour faire des achats.
En vous focalisant sur les avantages que vous procurera l'argent ainsi économisé, financer des études de vos enfants, rembourser votre prêt immobilier, vous consolidez votre résistance, vous renforcez votre cortex préfrontal et votre stratum ventral pour le jour où il sera plus difficile de résister à une promesse de gratification immédiate. Entraînez-vous chaque jour un quart d'heure en passant tout ce temps à visualiser la récompense ultérieure. Continuons avec cet exemple. Une fois capable de vous focaliser sur la récompense différée, augmentez la difficulté en allant dans le magasin avec votre carte de crédit. Ne vous accablez pas de reproches si vous faites une rechute. Vous avez le droit de vous faire plaisir de temps à autre. L'idée est qu'en exerçant votre capacité de prévision et de planification, vous consolidez votre cortex préfrontal et sa connexion au stratum ventral. Simplement, veillez à bien vous accorder le plaisir différé une fois le moment venu. Après vous avoir imaginé que vous devez d'abord payer le nécessaire avant de vous autoriser un achat superflu, sentez-vous libre de réellement procéder au dit achat lorsqu'il est devenu possible. Ainsi, vous entraînez votre esprit à croire que l'avenir imaginé finit par advenir. Et on peut le faire sur tout. Un autre moyen de renforcer les connexions entre le cortex préfrontal et le stratum ventral est une technique appelée thérapie du bien-être. Conçue pour renforcer les diverses composantes du bien-être, autonomie, maîtrise de l'environnement, relations interpersonnelles positives, épanouissement personnel, motivation, acceptation de soi. Cette théorie permet aux gens de progresser vers le pôle positif de la dimension perspective et donc de conserver plus longtemps leurs émotions positives, même si nous ne disposons pas de scan de cerveau avant et après tout ce que nous savons sur les circuits cérébraux sous-tendent ces composantes donnent à penser que la thérapie du bien-être renforce le cortex préfrontal et ses connexions. Je donne des exemples. Notez l'une de vos qualités et une qualité d'une personne avec qui vous avez interagissé régulièrement. Faites cela 3 fois par jour. Dans l'idéal, changez de caractéristique chaque fois, mais si ne trouvez rien d'autre que le côté serviable de votre collègue de bureau, ce n'est pas grave. Exprimez régulièrement votre gratitude. Faites attention lorsque vous dites merci. Regardez droit dans les yeux de la personne que vous remerciez et forcez-vous de ressentir le maximum de gratitude authentique. Faut pas tenir un journal de gratitude. Complimentez régulièrement les autres, mais faut pas que ça soit fake, là. Faut que ça soit... Faut que ça vienne de vous pour vrai. Puis... au bout d'une semaine, prenez le temps de réfléchir aux changements que vous avez remarqués dans votre perspective. C'est pour ça qu'il est important de se regarder tout le temps. Si au lieu d'adopter, puis là on change, on va changer. Si au lieu, on voudrait une perspective plus positive, vous souhaitez vous déplacer vers le pôle négatif de cette dimension, alors votre but est de réduire l'activité du noyau accumbens ou du stratum ventral ou des deux, ou d'affaiblir les connexions entre eux. Si vous trouvez trop optimiste au point d'en être coupé du réel, vous devriez envisager les issues négatives possibles de tel ou tel comportement. Si vous envisagez un achat onéreux, prenez le temps de réfléchir aux possibles conséquences négatives de ce choix. Si vous êtes tenté d'acheter une nouvelle voiture alors que la vôtre roule très bien, mettez noir sur blanc tout ce qui pourrait vous détourner de ce projet, tout ce qui pourrait aller de travers. Ça va alors baisse énormément dès que vous vous mettez au volant et quittez le concessionnaire. Vous devrez faire beaucoup plus attention en conduisant ou en vous garant afin d'éviter le moindre accroc. Les remboursements mensuels vous obligeront à vous priver d'autres choses que vous aimez. Si vous avez besoin d'aller vite en plus ou à la place des exercices qui modifieront les bases neuronales de votre dimension perspective, vous pouvez transformer votre environnement afin de tenir compte de votre position sur ce spectre. Si vous tentez de vous déplacer vers le pôle positif, remplissez votre lieu de travail et votre maison de rappels encourageants, optimistes, de rappel des moments et des gens heureux qui donnent un sens à votre vie. Changez souvent d'image jusqu'à une fois par semaine afin de ne pas vous y habituer. Il peut s'agir des mêmes gens et des mêmes lieux. Tout comme avant. Bon. Fait que ceci est pour la dimension perspective. La dimension de la conscience de soi. Inconscience béate est une expression trompeuse. Être aveugle et sourd à ce que votre corps tente de vous dire est le meilleur moyen de passer à côté d'importants signes de maladie, une fièvre qui signale une infection ou un serrement de poitrine annonciateur d'une attaque cardiaque.
Là, je suis dans l'extrême des choses, on s'entend. Être opaque à soi-même a aussi des conséquences dans leurs relations humaines. Si vous ne vous rendez pas compte que votre pression sanguine augmente et que votre risque cardiaque accélère parce que vous êtes en colère, il y a peu de chances que votre événement se dissipe avant une réunion cruciale à votre travail, avant de rencontrer l'un des enseignants de votre enfant, avant de reprendre votre voiture à l'heure de pointe ou de faire n'importe quelle chose pour laquelle vous êtes en colère sera mauvaise conseillère. D'un autre côté, être extrêmement conscient de soi peut conduire à l'hypocondrie et aux crises de panique, ainsi qu'à la paralysie de votre vie émotionnelle. Si vous êtes constamment assiégé de messages sur l'état de votre esprit et de votre cœur, votre existence peut devenir difficile. Les personnes ayant un haut degré de conscience de soi avaient une plus forte activation de votre insula, alors que les personnes ayant une conscience de soi très limitée avaient une moindre activation de cette zone. À l'extrême, un très haut niveau d'activité de l'insula semble associé à une hyperconscience du moindre petit changement de votre respiration ou de votre rythme cardiaque qui se produit parfois dans le trouble de panique. Pour progresser vers le pôle conscience de soi, vous devez augmenter l'activation de votre insula. Pour vous en éloigner, vous devez le diminuer. Grâce aux recherches qu'il y a eu sur le trouble de panique, nous savons comment réduire l'activité de l'insula qui vous rend trop conscient de vous-même. Le traitement le plus reconnu pour le trouble de panique est la thérapie cognitivo-comportementale. Avec cette approche, les patients apprennent à recadrer ou à réévaluer l'importance d'indices corporels internes. Par exemple, si vous ressentez une douleur dans la poitrine ou d'une autre sensation que vous interprétez comme un signal de danger, dites-vous que vous éprouvez beaucoup de sensations qui sont parfaitement inoffensives et que celle-ci doit en être une aussi. Ce genre de recadrage cognitif qui réduit l'activité de l'insula entraîne souvent une réduction considérable des symptômes de panique. Au lieu de devenir moins conscient de votre corps ou de vos pensées et de vos sentiments, en réduisant l'activité de votre insula, vous pouvez aussi réduire la réactivité du reste de votre cerveau aux signaux de l'insula. Il s'agit fondamentalement de modifier votre rapport à vos pensées, émotions et sensations corporelles afin de ne pas être pris dans une boucle sans fin qui se renforce constamment. Et de ne pas en venir à la conclusion hâtive qu'un aspect de ce que vous ressentez est signe de catastrophe imminente. Le truc, c'est d'empêcher votre esprit de ruminer en réponse à ces indices internes. Au lieu de viser la conscience de soi excessive qui vient de l'insula, l'idée est donc de réduire l'activité de l'amygdale et du cortex orbitofrontal qui forment un circuit attribuant une valeur émotionnelle aux pensées et aux sensations. En réduisant l'activité de ce circuit, le cerveau peut commencer à percevoir les pensées, émotions et sensations de façon moins hystérique, sans les juger pour que nous ne nous laissions plus accaparer par notre bavardage interne, notre discours interne. On reste très conscient de soi, mais ce n'est plus envahissant. Pour réduire l'activité de l'amygdale et du cortex préfrontal, l'un des moyens les plus efficaces est la méditation pleine conscience. Avec cette forme d'entraînement mental, vous vous habituez à observer vos pensées, sentiments et sensations d'instant en instant sans les juger, en les envisageant simplement comme ce qu'ils sont, des pensées, des sentiments, des sensations, rien de plus et rien de moins. En apprenant à observer sans juger, vous pouvez briser la chaîne. Mais c'est aussi en acceptant l'émotion quand elle est là, en acceptant la sensation physique. Puis pour ça, on se répète pour construire les bonnes neurones, pour construire les neurones dans le cerveau. J'ai le droit de ressentir. Et on se répète aussi, ceci n'est qu'une pensée, ceci n'est qu'une... J'ai le droit de ressentir ça. Il existe aussi le MBCR, là, qui est la méditation. C'est une méditation un peu plus compliquée. Que je ne rentrerai pas là-dedans pour le moment, mais il y a la méditation du scan corporel, il y a la méditation liée à la cohérence cardiaque, il y en a plein, que là, je ne commencerai pas à commenter ici. Pour l'attention, un indice évident pour savoir si vous êtes trop concentré en termes d'attention. Vos proches ou vos collègues se plaignent de ce que vous ne les entendiez même pas quand vous travaillez. Autre indice, vous vous concentrez tellement sur un aspect d'une situation que vous ne voyez plus le tableau d'ensemble. Comme l'étudiant qui se préoccupe tant de la police de caractère et de la mise en page d'un devoir à rendre qu'il ne s'aperçoit même pas que la dissertation est incohérente.
D'un autre côté, être non concentré est un enfer, qu'une bonne partie de l'industrie pharmaceutique est ravie de traiter, surtout si vous êtes un adolescent. C'est une petite blague ici. Vous n'entendez pas ce qu'on vous dit parce que vous êtes dans votre bulle. Vous êtes souvent incapable de terminer une tâche sans vous laisser distraire par une autre et quand vous lisez, vous vous apercevez arriver au bas d'une page que vous avez oublié ce qu'il y avait en haut. Le pôle concentré de la dimension attention est le résultat d'une activation renforcée par les régions cérébrales, notamment le cortex préfrontal et le cortex pariétal, qui constituent un circuit d'attention sélective. Le cortex préfrontal est essentiel pour maintenir l'attention, tandis que le cortex pariétal sert de gouvernail au cerveau, en dirigeant et en focalisant l'attention sur des cibles spécifiques. Inversement, à l'autre extrémité du spectre, celle des personnes non concentrées. Le cortex préfrontal est hypoactif, c'est-à-dire qu'il est sous-activé, et l'attention est captée par le moindre stimulus. Tout ce qui se passe autour de vous attire votre attention. Vous dérivez d'un stimuli à l'autre sans barreur interne pour guider votre attention. Améliorer votre concentration exige donc une activité accrue des cortex préfrontal pariétal. Si vous souffrez d'être trop concentré, alors votre objectif devrait être de réduire l'activité du cortex préfrontal. Cela vous ouvrirait davantage votre esprit à l'information venant de votre environnement, par exemple à cet enfant qui entre dans votre bureau, chez vous, et à votre enfant, on parle, et vous supplie de jouer avec lui. Ce type d'attention se caractérise par un haut niveau de verrouillage de phase face aux stimuli de votre environnement. Ces stimuli se synchronisent alors avec des oscillations neuronales en cours. Il en résulte une posture attentionnelle plus réceptive. Pour améliorer la concentration, je recommande une fois encore la méditation de pleine conscience. Là, les méditants, objets, en fait, justement, le but de la méditation, c'est d'apprendre à calmer son esprit, puis c'est d'apprendre à, tu sais, quand on fait une méditation du scan corporel, le but, c'est de garder son attention sur un aspect de notre corps. Et de la respiration, de la cohérence cardiaque, c'est de focusser notre attention sur la respiration et de justement travailler sur, se concentrer sur des choses sans se sentir distrait. La même chose quand on s'est envahi d'une émotion ou d'une pensée, de s'en détacher, de se concentrer sur le fait de se dire souvent j'ai le droit de ressentir, etc. Vous remarquerez quand même ici que peu importe à peu près la technique, vous allez voir que la méditation, la restructuration cognitive, le discours interne revient, travailler le discours interne, l'identification aux émotions, puis comment l'acceptation de ceux-ci va revenir dans chacune d'entre elles. C'est pour ça que c'est important d'en arriver à comprendre je me situe où dans ce pôle-là. Et le but du podcast, c'est pas de vous amener à être capable de le faire tout de suite vous-même. Si vous voulez apprendre à le faire vous-même, je vous conseille d'acheter le livre, mais sinon, c'est de justement d'appeler des gens pour vous aider à vous accompagner là-dedans. Si on tombe dans la type résilience, il peut paraître étrange de vouloir être plus lent à récupérer face à l'adversité, mais il arrive effectivement que l'on soit trop rapide à récupérer pour avoir une vie émotionnelle saine. Vous devez pouvoir ressentir vos propres émotions et y réagir. Ce qui est difficile si vous passez trop vite d'une chose à une autre. Puisque nous avons tendance à utiliser la durée d'une émotion pour en évaluer l'intensité, rebondir tout de suite après une épreuve risque de vous donner l'impression que vous êtes incapable de vivre les émotions aussi intensément que vous le voudriez. Pour avoir des relations saines, vous devez pouvoir ressentir les émotions des autres et y réagir. Si vous êtes extrêmement résilient, les autres peuvent vous percevoir comme dénués de sensibilité ou inaccessibles sur le plan émotionnel. Être très rapide à récupérer après avoir été témoin de la souffrance ou du malheur d'autrui peut nous empêcher d'éprouver de l'empathie. Une partie de la réponse empathique consiste à sentir la douleur de l'autre. Des recherches récentes montrent que lorsque nous faisons preuve d'empathie, le cerveau active les mêmes réseaux que lorsque nous ressentons nous-mêmes de la douleur physique ou autre. Les avantages d'une grande rapidité à récupérer sont plus évidents. Si les échecs vous gâchent la vie pendant une longue période, cela peut vous empêcher d'atteindre vos objectifs
et rendre les relations humaines difficiles. Prisonnier de votre bourbier émotionnel, vous risquez d'en venir à négliger votre famille, vos amis et votre travail. La marque cérébrale des personnes lentes à récupérer est que les signaux moins nombreux ou plus faibles vont du cortex préfrontal à l'amygdale, suite à une faible activité du cortex préfrontal ou à des connexions insuffisantes entre le préfrontal et l'amygdale. Les gens lents à récupérer, la moindre déception, la moindre contrariété les mine, ont une connectivité très faible dans cette zone. Être rapide à récupérer face à l'adversité, en revanche, est le résultat d'une forte activation du cortex préfrontal gauche, en réponse aux épreuves et d'une forte connectivité entre ce cortex et l'amygdale. Si vous pensez avoir besoin de booster votre résilience, vous devez donc augmenter l'activité de votre cortex préfrontal et ou renforcer les voies neuronales entre le cortex et l'amygdale. Si vous pensez être tellement résilient que vous avez éliminé une partie de votre réponse émotionnelle naturelle face aux autres, alors votre but est de calmer l'activité. Pour cultiver la résilience et récupérer plus vite après un échec, je recommande la méditation de pleine conscience encore. Parce qu'elle produit un équilibre émotionnel, vous aide à récupérer, mais pas trop vite. La pleine conscience affaiblit la cascade d'associations d'idées qui fait qu'un échec nous obsède. Par exemple, la perte de votre emploi peut entraîner les pensées chômage, plus de couverture sociale, perte de la maison et je ne peux pas continuer. La pleine conscience renforce la connexion entre le cortex et l'amygdale, favorisant une égalité d'humeur qui vous aide à résister à ce genre de spirale. Quand vos pensées se mettent à bondir d'une catastrophe à la suivante dans cette chaîne de malheur, vous disposez des moyens mentaux pour marquer une pause. Observez cette pente délétère de votre esprit, marquer que ce processus mental intéressant et ne pas vous laisser entraîner dans l'abîme. On commence toujours par une méditation très courte et plus simple pour aller vers du plus difficile. Si la pratique de la pleine conscience ne vous rapproche pas autant que vous le voudriez ou que ça ne vous intéresse pas du pôle rapide à récupérer de la dimension résilience, la réévaluation cognitive peut vous aider. Cette technique, qui est une forme de thérapie cognitive, apprend aux gens à recadrer l'adversité ou changer le discours interne, jusqu'à leur faire considérer qu'elle n'est ni aussi extrême ni aussi durable qu'ils le croient. Par exemple, si vous avez commis une erreur au travail, la cause de laquelle désespéré, vous vous rapprochez de n'être pas bien malin, craignez de répéter la même erreur et de gâcher ainsi votre carrière, c'est ce genre de pensée que la réévaluation cognitive cherche à corriger. Au lieu d'envisager l'erreur comme représentative de votre travail, vous apprenez à la percevoir comme un accident de parcours qui aurait pu arriver à n'importe qui. Au lieu de croire que cette erreur reflète quelque chose de permanent et de fondamental à vous, vous envisagez d'autres explications positives. Vous étiez dans un mauvais jour, vous n'aviez pas assez dormi la veille, vous êtes faillible comme tout le monde. En contestant la justesse de vos pensées habituelles, la réévaluation cognitive peut vous aider à recadrer les causes de votre comportement et donc de la détresse qui vous affecte. Ce type d'entraînement cognitif vise directement le cortex préfrontal et provoque une inhibition préfrontale accrue de l'amygdale, ce qui est le modèle cérébral de la résilience. Si vous souhaitez au contraire devenir plus lent à récupérer, peut-être pour renforcer votre capacité d'empathie, vous devez affaiblir les connexions entre le cortex préfrontal et l'amygdale. Il existe très peu de recherches à ce sujet, mais une stratégie possible est de vous focaliser sur l'émotion négative ou la douleur que vous ressentez après un échec. Cela peut aider à faire durer l'émotion au moins un moment et à augmenter l'activité de votre amygdale. Vous pouvez aussi vous concentrer sur la souffrance d'un tiers, pourquoi pas en décrivant par écrit. Mais je dirais aussi quand on ressent une émotion, de simplement vivre avec et d'apprendre à en faire notre ami. Quelque chose de triste, on reste dans l'émotion sans vouloir en rester trop, mais tu sais, de l'observer puis de la ressentir. Il peut y avoir aussi la visualisation aussi nette que possible. Une personne qui souffre, cela peut être un parent ou un ami qui est malade, un collègue qui a des soucis de travail, un voisin dont le couple bat de l'aile. Plus proche est cette personne, plus claire et plus forte sera la visualisation. Mais là, c'est d'autres trucs, c'est un autre truc pour développer. Mais la visualisation peut être utilisée autant pour quelque chose de positif que, mettons, quelque chose de négatif.
On passe à l'intuition sociale. En matière d'intuition sociale, tout le monde cherche certainement à être le plus socialement intuitif possible. La recherche sur l'intelligence émotionnelle et sociale n'affirme-t-elle pas en effet qu'avoir cette compétence est synonyme de réussite en amour, au travail et dans la vie en général, mais il est aussi possible d'être tellement focalisé sur les indices et événements sociaux que notre vie quotidienne s'en trouve gênée. Si par exemple vous ne pouvez interagir avec vos collègues sans saisir derrière les mots toutes les allusions perfides que s'envoient des ennemis jurés, vous risquez d'avoir du mal à évaluer dans ce milieu au mieux de vos capacités. Le cerveau d'un individu perplexe en termes d'intuition sociale se caractérise par la faible activité du gyrus fusiforme et par une forte activité de l'amygdale. À l'autre extrémité, on constate un haut degré d'activation du fusiforme et d'une activité de l'amygdale faible à modérée, ce qui permet au sujet de détecter même les signes sociaux subtils. Améliorer l'intuition sociale exige de renforcer l'activité du fusiforme et de réduire celle de l'amygdale. À l'inverse, réduire l'hyperintuition exige de modérer l'activité du fusiforme et de booster celle de l'amygdale. Pour augmenter l'activité du fusiforme en vue d'avoir une meilleure intuition sociale, la première chose à faire est d'être attentif. Pour détecter les indices sociaux, surtout les plus subtils, vous devez vous focaliser sur ce qui se passe autour de vous. Ton de voix, langage du corps, expression du visage, c'est avant tout une question d'entraînement. Commencez par des inconnus. Quand vous êtes dehors en public, choisissez un couple ou un petit groupe d'amis et observez-les discrètement. Soyez très attentif à leur visage qui communique tant d'informations sociales. N'oubliez pas de regarder le visage des gens quand vous les observez, surtout quand vous interagissez avec eux. Essayez de deviner s'ils vont se toucher ou pas, s'ils vont marcher de l'un à côté de l'autre, s'ils regardent les yeux au tampon, s'ils regarderont dans les yeux en parlant. Approchez-vous de sorte à pouvoir les écouter, à condition d'être discret. Je vous recommande de faire cet exercice dans un lieu public bondé, une fête, un magasin. Vérifiez si leur intonation semble correspondre à ce que dit leur corps ou leur visage. Si elles ne correspondent pas, c'est sans doute que vous avez mal compris quelque chose. Prenez-en note et appliquez la leçon aux prochaines personnes que vous conservez. Quand vous pensez être devenu capable de deviner ce que les gens ressentent, essayez avec vos amis ou vos collègues. Vous pouvez aussi cultiver l'intuition par le biais de la méditation pleine conscience. Encore une fois, c'est des observations des signaux sociaux que vous allez faire dans votre méditation. Entraînez-vous maintenant à prêter attention au regard des gens qui offrent des signaux les plus sûrs quant à leur état émotionnel. Puis on peut le faire avec toutes les choses. La voix, la posture, le langage du corps. Pour renforcer votre sensibilité aux indices vocaux et de l'émotion quand vous êtes dans un lieu public comme le métro, un café, un magasin où les gens bavardent entre eux ou encore ailleurs, fermez les yeux et prêtez attention aux voix qui vous entourent. Écoutez certaines voix. Concentrez-vous ou non sur le contenu, mais sur le ton. Pas ce qu'ils disent, mais comment ils le disent. Décrivez ce qu'exprime ce ton. Sérénité, joie, attente, enthousiasme, anxiété, tresse. Faites le test en fermant les yeux, puis rouvrez-les pour vérifier comment évaluer la situation réelle, pour voir l'expression de ceux-ci. Maintenant, faites la même chose en observant les postures et le langage du corps. Choisissez un vecteur de communication non verbale, intonation, langage du corps sur lequel vous vous concentrez pendant une journée entière. Là, je vous l'ai nommé. Ça peut être seulement à des certains moments, mais vous pouvez le faire toute la journée aussi. Le lendemain, changez de vecteur et répétez l'exercice. Si inversement, vous vous sentez débordé par les signaux que les gens émettent en permanence au point de vouloir vous rapprocher du pôle perplexe du spectre de l'intuition sociale, il faut laisser votre zone fusiforme se reposer. Entendons-nous bien. Il s'agit de recevoir et de percevoir moins de signaux sociaux, pas de réduire leur effet sur vous. Celui-ci est lié à votre résilience, donc si vous avez l'impression d'être une éponge psychologique qui absorbe les sentiments de tout votre entourage à votre détriment, utilisez les exercices qui vous rendront plus rapide à récupérer. Évitez de regarder les gens dans les yeux. Utilisez votre entraînement à l'attention pour éviter de vous concentrer intensément sur le ton de la voix ou le langage du corps. En sollicitant moins votre aire fusiforme, vous réduirez son activité de base et vous deviendrez moins conscient du langage non-verbal des signaux sociaux. Il existe également des moyens de modifier votre environnement pour tenir compte de votre degré d'intuition sociale.
Si vous vous situez parmi les personnes socialement perplexes et que vous ne souhaitez pas changer, organisez vos journées de manière à passer relativement peu de temps avec des gens, surtout des inconnus. Cela limitera les situations où vous vous tromperez sur le sens des signes sociaux. Travailler depuis votre domicile ira dans le même sens. En revanche, si vous vous trouvez à l'autre bout du spectre de l'intuition sociale et que vous vous laissez trop aisément distraire par les indices sociaux, limitez vos interactions sociales à certains moments de la journée où ils ne peuvent pas vous accabler. Interagissez avec les autres lors de vos pauses et de vos repas plutôt que tout au long de la journée peut limiter ce genre de perturbation. Si vous êtes étudiant, travaillez chez vous plutôt qu'en bibliothèque. Au café ou dans quelque autre lieu public limitera les intrusions sociales, ou se mettre un casque d'écoute ou des coquilles ou des bouchons. Ça peut aider. Maintenant, le dernier, la sensibilité au contexte. Ne pas savoir évaluer le contexte social peut entraîner dans certains cas des réponses émotionnelles inadaptées. Inappropriées aussi. Il est bon de ressentir une anxiété extrême dans des situations dangereuses, mais pas quand vous êtes en sécurité. Si vous ne faites pas la différence, vous souffrez peut-être d'un trouble de stress post-traumatique, d'un trouble d'anxiété, mais je ne peux pas vous le dire. À l'autre extrémité du spectre, un cas plus rare, être trop à l'écoute du contexte peut vous faire perdre de vue votre véritable personnalité. Vous adaptez systématiquement votre comportement en fonction des circonstances. Dans ce cas, être un peu plus déconnecté ne sera pas mauvais. Les personnes très connectées au contexte tendent à avoir de fortes connexions de l'hippocampe aux zones du cortex préfrontal qui contrôlent les fonctions exécutives et qui stockent les souvenirs à long terme dans le néocortex. Les personnes déconnectées ont eux-mêmes en droit des connexions plus faibles. Très peu de recherches ont été menées sur la manière de renforcer et d'affaiblir les connexions. Les meilleures données dont nous disposons viennent de la recherche sur le trouble de stress post-traumatique, en particulier sur le traitement appelé thérapie d'exposition. Mais on fait ça avec les troubles paniques puis les troubles d'anxiété aussi. Cette intervention consiste à exposer de plus en plus directement la personne aux indices spécifiquement associés au trauma, mais dans un contexte sans danger. Par exemple, si une femme a été agressée dans une rue sombre et a peur chaque fois qu'elle sort de chez elle, le thérapeute peut commencer par lui apprendre un exercice de respiration qui lui permet de rester calme quand elle est confrontée à des sources d'anxiété. Puis, il peut lui demander d'imaginer la rue où elle a été agressée. Là, on rentre dans la mentalisation, dans la visualisation. Une fois qu'elle est devenue capable, le thérapeute peut l'amener dans le quartier en question, puis dans la rue même, toujours en compagnie de quelqu'un en qui elle a confiance et en plein jour. Là, on entre aussi dans les exercices in vivo qu'on appelle. Là. Si ce quartier est sûr dans la journée, la thérapie aidera la victime à distinguer entre le contexte diurne et nocturne. L'essence de la thérapie d'exposition est d'aider les patients à assimiler peu à peu la sécurité du contexte actuel par l'exposition au danger du contexte traumatique ou du contexte d'anxiété. Le succès de la thérapie d'exposition nous permet de penser qu'une bonne stratégie pour renforcer la sensibilité au contexte consiste à s'habituer peu à peu aux indices qui vous rendent anxieux ou en colère. Pour vous détendre, commencez par une simple technique respiratoire empruntée au yoga. Les yeux fermés, prêtez attention à votre respiration. Une fois que vous avez compté plusieurs fois, allongez votre cycle de respiration pour qu'il dure 1 seconde de plus. Continuez à l'allonger tant que vous sentez à l'aise. Remarquez si l'inspiration et l'expiration ont la même durée, si l'une est plus, tentez d'allonger l'autre. Une fois que vous êtes à l'aise avec cet exercice, passez à l'entraînement contextuel. Dressez la liste des éléments et des comportements qui vous perturbent. Peut-être, ensuite, dans un contexte sécurisant, chez vous, le week-end, convoquez peu à peu délicatement des images mentales associées à la situation. Représentez-vous exactement à quoi il ressemble imaginez les choses de la situation. On donne une situation votre conjoint, avec vos enfants, avec vos collègues, avec les patrons. En même temps, faites l'exercice de respiration présenté ci-dessus. Continuez jusqu'à ce que vous vous sentiez à l'aise et détendu, alors même que vous imaginez dans la situation. Au bout de 4 séances ou plus, vous devriez éprouver les bienfaits de cet entraînement et vous trouver que vous n'avez pas perdu votre temps.
En améliorant votre capacité à différencier le contexte du travail et celui de votre domicile, cet exercice devrait vous aider à différencier les contextes de façon plus générale et donc à avoir des réactions émotionnelles plus adaptées à chaque situation. Même si aucune étude n'a été comparée l'activité cérébrale avant et après ce genre d'entraînement, le fait que la thérapie d'exposition aide des gens vivant avec un stress post-traumatique suggère qu'elle fonctionne en renforçant les connexions allant de l'hippocampe au cortex préfrontal et à d'autres zones néocortex. Donc, ici, si on est capable de modifier son cerveau, on peut aussi modifier un peu l'état d'esprit dans lequel on se trouve. Mais on peut le faire à peu près avec un peu toutes les situations. C'est ce qui met un peu fin à ce podcast. Excusez-moi, j'ai parlé beaucoup. Après 1h30, je commence à déparler un peu et à avoir de la misère. Donc, ce qui est important, c'est que ce n'est pas parce que on est né d'une façon ou on a une éducation d'une façon que ça veut dire qu'on est de même toute notre vie. Prendre connaissance de soi, travailler, puis ce qui est important de savoir, c'est que ça peut se modifier, mais pour ça, il faut mettre les efforts pour. Parfois, on peut le faire tout seul, parfois, on peut le faire en lisant des livres, en prenant des stratégies de plein de monde, mais parfois, c'est d'aller se faire accompagner. Et si c'est un peu plus difficile, ben il se peut qu'on ait besoin de des gens qui sont dans l'accompagnement, mais ça peut aller jusqu'à notre médecin de famille ou un psychologue pour vrai, pour d'autres choses. Ce qui est important là-dedans, c'est que c'est pas un plus que l'autre. Des fois, c'est la combinaison de toutes ces personnes-là qui vont nous aider à évoluer. Ce n'est pas juste une personne. T'sais, des fois, on va avoir besoin d'aller voir notre médecin pour avoir une médication qui va nous aider à être un peu plus concentré et un peu plus dans l'action pour mettre d'autres stratégies en place. Fait que sur ce, je vous laisse et à une prochaine fois.